parler, dans le cadre de cette nouvelle table ronde, du patrimoine communal. Impossible pour un élu d'ignorer la richesse de ce patrimoine communal, mais aussi ce qu'il peut représenter en matière de coûts, en matière de fonctionnement parfois, en matière d'investissement. Nous allons le faire donc en compagnie d'une représentante de l'Association des maires de France, qui est non seulement sa présidente, mais qui est également maire de Soueich. Merci de nous avoir rejoints. Brigitte Ségard, juste un petit mot, prenez le micro pour nous rappeler combien d'habitants votre commune, et s'il fallait donner, allez, comment dire, une des richesses du patrimoine de celle-ci, vous avez le droit de me parler d'une ou deux de vos richesses de patrimoine. Combien d'habitants d'abord? Alors, 540 habitants, avec une église, comme dans toutes les communes, et surtout un habitat traditionnel commingeois, avec ces belles galeries, les greniers à foin avec le quadrillage en bois, et en fait une commune qui, dans son ensemble, a une certaine cohérence encore, et fait assez rare dans le Comminges, c'est une commune groupée, alors que beaucoup de communes du Comminges sont constituées de très nombreux hameaux. Donc nous avons un peu cette particularité qui permet de mettre en valeur le bourg avec cette ancienne architecture. Une élue avec d'une commune de 540 habitants, et de l'autre côté, non pas de l'autre côté de la table, mais de l'autre côté, un représentant de la mairie de Toulouse Métropole, Pierre Pisani, qui est directeur d'un patrimoine, qui est donc par définition XXL par rapport au patrimoine dont nous venons de parler. On n'est pas du tout dans les mêmes dimensions, mais on a tout à fait les mêmes problématiques. Donc on va s'entendre et on va pouvoir discuter. En tout cas, pour tous les deux, vous avez un point commun qui sert de point de départ finalement à la réflexion qu'on va avoir avec deux autres invités. C'est qu'évidemment, vous appuyez l'un et l'autre beaucoup sur la richesse de ce patrimoine. Pour évidemment le côté identitaire qu'il représente, pour le côté historique qu'il représente, mais pas seulement, pour un côté évidemment très important en matière de développement, d'attractivité et puis de possibilités pour le futur. Donc, pas regarder le patrimoine comme quelque chose sous cloche, mais comme quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour grandir. Et lorsque l'on s'appuie pour grandir, on peut faire appel à des acteurs comme la Fondation du patrimoine. Anne-Marie Leroy est la déléguée régionale. Merci pour la partie Occitanie. Merci d'être parmi nous. On peut s'appuyer également sur un architecte particulier. C'est l'architecte des bâtiments de France, dont le titre est parfois accolé à une véritable légende. Vous nous direz, Eric Radovitch, si c'est le cas ou pas. Et puis on peut évidemment envisager ce sujet du patrimoine comme un atout incroyable de développement économique, culturel ou autre. Et c'est un sujet, Jean Micou, vous qui êtes directeur général de Haute-Garonne Tourisme, qui est au cœur de vos réflexions depuis bien longtemps, depuis bien des années. S'il fait que je vous demande une définition de ce que représente le patrimoine communal pour vous au niveau de Haute-Garonne Tourisme, vous choisiriez quelle définition? Incontournable. Incontournable. Voilà. Alors incontournable parce qu'il amène, et que c'était le point d'orgue de milliers de touristes, de millions de touristes qui viennent, etc. Ou incontournable parce qu'il a d'autres vocations? Alors, ce patrimoine culturel communal, parce qu'on est dans le domaine du communal. On va rester dans le communal. Voilà. Si vous voulez bien pour ce débat, on va rester volontairement dans le patrimoine communal. Il fait partie, bien sûr, de la richesse d'une destination comme la Haute-Garonne. Donc, il y a les grands monuments et les grands bâtis qui peuvent être sur la métropole toulousaine, mais il y a aussi une multitude d'équipements culturels, bâtis, qui font partie de la richesse de tous les patrimoines. Et nous, au niveau de la Haute-Garonne, avec le conseil départemental, on a une préoccupation très forte actuellement, c'est avec la mise en place d'un schéma de développement touristique qui est de la revitalisation de l'espace rural à travers le tourisme. Et bien évidemment, il y a des attraits qui existent, qui est tout le côté dimension naturelle, mais le patrimoine, bien évidemment, fait partie de la richesse. Et cette richesse-là, nous, notre préoccupation première, elle n'est pas sur la validité architecturale, scientifique. Là-dessus, il y a des spécialistes à côté et on ne vient pas dans ce jeu-là. Mais par contre, nous, notre préoccupation, c'est véritablement sa mise en audience. Et là-dessus, on a un gros travail à faire avec des enjeux extrêmement forts, qui est la préservation, bien évidemment, de ce bâti. Mais il y a aussi quelle médiation on met en place.
il y a des évolutions extrêmement fortes, notamment sur les jeunes publics, sur une manière d'appréhender tout ce patrimoine qui est tout à fait différente par rapport à des anciennes générations, hein. Donc comment on s'adresse à eux, avec quoi, comment on s'adresse à eux. On est confronté à des problématiques aussi de dérèglement climatique qui dit comment on accède, quand, comment, on sait très bien qu'il y a certains sites de cet été qui ont eu d'événements culturels patrimoniaux. C'est dommage que le maire de Bonrepos-Riquet n'ait pas été là, qui a subi une désaffection liée à une période de canicule extrêmement forte au mois d'août, Oui, et qui a mis en danger financièrement ces événements-là, bien sûr. qui étaient des éléments de valorisation du patrimoine, hein. Oui. Et donc, je ne sais pas si vous avez eu des retours de M. Sey. Donc voilà, on est sur ce. Et donc, pour nous, les enjeux, c'est aussi de voir comment ce patrimoine-là, petit ou grand, il concerne l'habitant. Le premier vecteur de communication, d'après moi, de ces éléments culturels et d'attractivité, c'est l'habitant. Comment on les valorise et comment ils s'intègrent dans une logique plus large sur le territoire. Je pense que les enjeux, ils sont là-dessus. Et véritablement, comment on en crée un travail. Alors, je vois de loin là-bas le maire de Mel, Alban Dubois, qui lui aussi est un expert, je dirais, dans le travail qui est fait de valorisation de son patrimoine à Mel. Monsieur le directeur, à Toulouse Métropole et à Toulouse, lorsqu'on parle de patrimoine, on revient tous les enjeux, tous les intérêts, etc. On va parler quand même aussi de ce qu'il représente en matière d'investissement, de coûts. C'est compliqué, et je vais poser la même question sur de petites communes, évidemment. C'est comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire, alors qu'il y a tant d'enjeux de modernisation, qu'il y a tant d'enjeux de mise parfois à niveau sécurité, de conformité, mais aussi de modernisation dans la façon de visiter le patrimoine, de le rendre interactif, ludique ou autre. De quelle façon est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à encore garder suffisamment de budget pour travailler sur celui-ci comme un investissement? Alors, ce qui m'a plu dans le début de votre intervention, c'est que vous avez parlé de coûts et non pas de charges. Le patrimoine n'est pas une charge. C'est pas une charge, non, c'est pas. C'est une chance. Absolument. Voilà. Donc, Absolument. en conséquence, à Toulouse, Absolument. la gestion du patrimoine, donc de la connaissance jusqu'à sa valorisation, est intégrée au projet urbain. C'est-à-dire que les coûts, quelque part, s'intègrent au projet urbain et sont moins fléchés directement au patrimoine, ce qui permet d'avoir des sommes assez conséquentes pour l'entretien et la restauration du patrimoine. Voilà. Parce que avec un patrimoine comme le vôtre, c'est une somme évidemment, j'imagine, considérable, absolument considérable. Et on l'a entendu dans l'autre table ronde précédente, ça peut être aussi considéré comme une véritable richesse, un investissement pour la suite, pour beaucoup de communes. C'est tenté que parfois on regarde l'objet, le patrimoine en tant que tel, d'une façon un peu différente. Et vous, je crois que ça fait plusieurs années que vous participez à cette réflexion. Alors voilà, pour parler finances, pour être clair, c'est pas du tout pour montrer l'importance de Toulouse, mais on est sur un budget sur le mandat actuel de 50 millions d'euros pour l'entretien et la restauration du patrimoine. Et avec un budget annuel de petites restaurations et d'entretien du patrimoine autour de 450 000 euros. Voilà, donc on est sur des sommes assez conséquentes, mais je vous rassure, à la fin du mandat, il restera 0 euros et 0 centimes. On aura tout consommé, tout liquidé pour l'entretien du patrimoine toulousain. Ce qui a été mis en place à Toulouse, c'est d'abord d'avoir une connaissance précise du patrimoine. On ne peut pas travailler sur le patrimoine tant qu'on n'a pas une idée de son état, fait de sa qualité, de son état et de la quantité. Toulouse, c'est 64 monuments historiques appartenant à la commune. C'est d'autres monuments, des églises qui ne sont pas forcément protégées au titre des MH, mais qui ont un intérêt patrimonial, donc il faut aussi entretenir. Et tout ça, on a mis en place dès 2019 ce qu'on appelle le plan patrimoine pluriannuel. C'est-à-dire que sur chaque site, on a évalué sa valeur, son état, on va dire, et les budgets qui étaient nécessaires à mettre en place pour son entretien. Même le maire, vous entendez des fois dans votre assemblée, vous allez reprendre un micro, des maires pour qui, en effet, c'est non pas un coût, un investissement qu'il faut, que l'on doit faire, mais aussi simplement une charge. N'ayons pas peur d'employer le mot, moi je n'emploie volontairement pas pour la perspective future, mais est-ce que certains perçoivent une partie de leur patrimoine, malheureusement, comme une charge? Alors, je suis membre du jury des rubans du patrimoine qui avait attribué à l'église de la Dorade. Et j'étais allée personnellement remettre le prix à monsieur le maire de Toulouse, ce qui était une rénovation extraordinaire. Il faut bien dire que c'était un travail conséquent. Si on se reporte à la taille de toute petite commune,
considérons les communes des Pyrénées, de la partie pyrénéenne et de la Haute-Garonne, dans lesquelles, vous devez le savoir, il y a des joyaux romans, absolument, mais dont le budget de rénovation dépasse, mais 100 fois peut-être le budget de la commune. Donc là, clairement, c'est quelque chose d'absolument impossible. Et là, souvent, les services de l'État viennent quand même en soutien. Je me rappelle, Madame la sous-préfète de Miguel, elle avait aidé une commune vraiment avec la DETR, au-delà du cadre ordinaire du soutien, pour préserver à la fois un joyau, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des questions de sécurité, parce que si on n'entretient pas ces églises, elles peuvent être aussi en péril, et mettre en péril aussi les habitants. Donc il y a eu la rénovation de l'église de Porte d'Aspet, qui est une magnifique réalisation. Donc cet élément-là, je pense, répond à votre question, c'est-à-dire effectivement un investissement, une charge, mais aussi des communes qui sont souvent aidées et accompagnées, d'une part, et les communes aussi rénovent beaucoup, en tout cas dans le rural, ce qu'on appelle le petit patrimoine, les lavoirs, des petites chapelles, etc. Et c'est là qu'il est intéressant de les valoriser par le biais de circuits, je pense. Et c'est là qu'intervient vraiment le département et l'office du tourisme, les offices de tourisme intercommunautaires ou ceux du département, pour justement mettre en valeur ce patrimoine. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que lorsqu'on considère l'aménagement du patrimoine, le raménagement, on est prêt à le faire d'une façon, j'ai presque envie de dire, innovante par rapport à jadis, et parfois le faisant pas seul, parfois en le faisant avec des modes de financement particuliers, parfois en le faisant avec également une volonté, pourquoi pas, de l'ouvrir avec le public, de le rentabiliser, etc. Est-ce que c'est aujourd'hui, vous le sentez, vous, Jean Micou, quelque chose que l'on entend de plus en plus, qui se fait de plus en plus? Alors, il y a des tendances qui existent. Alors, moi, j'assiste un peu dans des configurations dans le monde rural, notamment, je pense aux chapelles du sud du département, les chapelles romanes. Je pense qu'il y a un travail de mobilisation. On sait que c'est difficile. Par rapport à du personnel, je dirais, permanent, tout ça, c'est quand même compliqué d'avoir des gens qui vont ouvrir, fermer. On a des contraintes quand même très, très pratiques. Oui, parce que pour que le patrimoine soit vivant, il y a évidemment voilà. le coût humain dans tout ça. Il y a évidemment les bâtis, etc. Mais il y a surtout le coût humain. Le coût humain. Alors là-dessus, il y a certaines communes qui arrivent à mobiliser des bénévoles pour donner accès à tout cela. L'innovation passe aussi par ça, quoi. Je dirais par un changement de paradigme concernant l'utilisation et l'implication sur l'exploitation, justement, excusez-moi pour le mot, exploitation de ces sites-là, oui, quoi, de ce patrimoine-là. Et là, il y a des choses à voir. Bien évidemment, il y a tout ce qui est le côté numérique, tout ça. Mais bon, c'est pas suffisant, d'après moi, pour qu'il y ait une véritable appropriation locale sur cette activité-là par rapport à tous les habitants, par rapport aux maires, aux élus. L'implication des habitants, à mon avis, est primordiale pour faire revivre ce patrimoine. Anne-Marie Leroy, j'ai profité de votre présence pour parler un petit peu, vous, de l'appréciation que vous avez au travers des sollicitations qui sont les vôtres à la Fondation du patrimoine, au travers des actions que vous menez, de la perception qu'ont justement les habitants, certes d'une commune, de leur patrimoine, et au-delà, évidemment, les élus, ou en tout cas les collectivités qui ont en charge celui-ci. Est-ce que vous avez l'impression qu'on passe quelque part aujourd'hui à une autre vision de ce qu'était notre patrimoine, toujours autant d'amour, toujours autant d'attachement, etc., mais aussi un patrimoine que l'on veut quelque part voir se moderniser, ou en tout cas qu'on ne veut pas se voir se dégrader? Oh oui, nous intervenons en lançant des collectes que nous gérons ensuite pour les élus locaux, et la collecte a évidemment pour objet... Vous parlez bien près du micro, madame. A évidemment pour objet et pour effet de mobiliser la population autour d'un projet. Et c'est le travail de la commune ensuite et des associations qui éventuellement vont soutenir le projet, de mobiliser la population et d'amener à cet intérêt. Mais pour ce qui est de savoir s'il y a toujours un amour pour le patrimoine, regardez l'audience d'émissions de télévision liées au patrimoine, comme Des Racines et des Ailes, par exemple.
Regardez, Oui, ou tous les concours des plus beaux patrimoines, etc. regardez bien la sûr. popularité de Stéphane Bern. Oui. Regardez les chiffres du tourisme. Alors, mon bête, je vais citer un sondage, je ne vais pas savoir donner mes sources, mais je l'ai lu récemment. 75% des touristes choisissent leur destination en fonction du patrimoine qu'ils vont aller voir. Et c'est une moyenne qui inclut les étrangers. Pour les Français, c'est encore plus élevé. Donc l'amour pour le patrimoine, il existe. Les gens localement peuvent être extrêmement attachés à un élément de leur patrimoine qui est identitaire pour leur village ou pour leur ville. Ça peut être plus compliqué pour d'autres éléments, on pourra y revenir si vous voulez, mais d'une manière générale, oui, la mobilisation populaire, ça existe, ça peut s'organiser, ça peut se faire. Je vais ajouter juste un petit point sur, vous avez parlé de l'intérêt, vous avez dit c'est une opportunité, c'est un coût, l'intérêt économique, l'intérêt pour le tourisme. Il y a un travail qui a été fait au Sénat sur le patrimoine. Ils ont trouvé une équipe d'économistes qui leur a fait une étude qui a conclu qu'1 euro dépensé pour la restauration du patrimoine, c'était 23 euros de retombées économiques. Alors on parle de l'activité du bâtiment, évidemment, des salaires des ouvriers, etc. On parle de l'attractivité touristique. On parle de l'attractivité tout court. Les gens viennent s'installer plus volontiers dans une région qui est belle. Et la beauté, c'est pas seulement l'existence de grands monuments, c'est aussi, comme vous l'avez dit, ce maillage du petit patrimoine rural qui compose nos paysages, les moulins, les lavoirs, les granges, les fours à pain, j'en passe. C'est un ensemble qui est tout à fait considérable et qui dépasse. On a du mal à imaginer 1 euro, 23 euros. J'avoue que quand j'ai vu ce chiffre, ça m'a laissé un peu éberlué. On considère par exemple que l'animation culturelle, c'est 7 euros pour 1 euro. Oui. Donc là, on est sur 23 pour 1, c'est quand même assez considérable. Même si souvent les choses sont liées d'ailleurs, hein, d'une façon croisée. Je vous donne le micro, Éric Radovitch. Vous êtes architecte des bâtiments de France. Il y a, au travers de la lecture de la richesse patrimoniale française, souvent une lecture très conservatrice hein, de ces bâtiments, de cette richesse, alors même que d'autres disent non, il y a des bâtiments, mais on continue à inventer une histoire, on continue à les moderniser, on continue à les faire vivre, hein, quelque part, avec d'autres usages, d'autres utilités, des nouvelles générations intéressées, etc., etc. Est-ce que les deux lectures sont compatibles ? Absolument, c'est tout le problème de l'exercice de style. À travers le patrimoine communal, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, vous avez une hiérarchie. D'une part, à travers les monuments historiques, le patrimoine classé au titre des monuments historiques qui ont une reconnaissance nationale et le patrimoine inscrit qui a une reconnaissance régionale. À travers cette hiérarchie, vous avez les aides de l'État qui sont elles aussi différentes. Hiérarchisé, tout à fait. Mais surtout, et j'en reviens à ce qui a été dit, vous avez tout le patrimoine vernaculaire qui intéresse la totalité des communes de notre département. Et ça, c'est important de préserver ce patrimoine. Parce que là, on en a dans toutes les communes. Parce qu'on dit souvent, l'architecte des bâtiments de France intervient partout. C'est simple. Au niveau national, la zone ABF recouvre 6% du territoire. Bon, au niveau de la Haute-Garonne, on est un peu plus large. Je pense que vous êtes au-dessus, là. Oui. On est au-dessus, on est à 8%. Oh, ah non, oui. Mais il reste quand même 92% où on n'intervient pas. Et donc, j'en reviens au patrimoine vernaculaire, c'est quelque chose de primordial. Parce que demain, la connaissance même d'un territoire, l'histoire, nos enfants, nos petits-enfants vont pouvoir, si on sauvegarde ce patrimoine rural, vont pouvoir grandir, s'instruire, construire. C'est les fondations, en tant qu'architecte, je suis obligé de dire, c'est les fondations d'une construction. On ne peut bâtir quelque chose de solide que si on a de bonnes fondations. Et ce patrimoine fait partie des fondations. Mais est-ce que ce patrimoine, par rapport à un effet, vous parlez de hiérarchie, hein, à ceux qui occupent évidemment le haut de l'imagerie, le haut de l'imaginaire, le haut de l'histoire, hein, de ce patrimoine historique, est-ce qu'on le considère autant qu'il faudrait le considérer? On voit bien qu'on fait très attention à ces monuments incroyables hein, qui font l'histoire de la France et dont vous avez souvent, en effet, la responsabilité, autour de laquelle vous avez beaucoup de responsabilités. Est-ce que l'autre patrimoine dont nous parlons là,
vous parlez de la richesse. Est-ce qu'on le considère à sa juste valeur pour le préserver, le moderniser, pour lui permettre de vivre? Absolument. Parce qu'un patrimoine ne peut perdurer dans le temps qu'à partir du moment où ça reste un patrimoine vivant. Donc, premier point, il faut assurer le clos et le couvert. Pour nous, dans notre jargon, une fois qu'on a assuré le clos et le couvert d'un monument, d'un bâtiment, d'une grange, c'est pour un siècle. D'accord. Et donc, après, ce sont les générations futures. Mais un patrimoine, ce n'est pas quelque chose qu'on met sous cloche et qu'on ne touche pas. Il faut qu'il reste vivant, il faut qu'il reste habité. On parle du patrimoine communal, mais il y a aussi tout le patrimoine privé qui fonctionne à travers génération après génération. Et là aussi, ça fait partie de notre patrimoine national, et là aussi, il faut le préserver. L'autre point sur lequel je voudrais intervenir, c'est le patrimoine du passé. On le connaît, mais il y a aussi ce qui se construit aujourd'hui et qui demain deviendra patrimoine. Bien sûr. Et c'est toute la difficulté et l'ambiguïté de notre métier, c'est ce rôle bicéphale, d'une part de préserver le patrimoine et d'autre part de promouvoir une architecture contemporaine de qualité qui deviendra peut-être patrimoine demain. Madame la déléguée régionale. Juste pour ajouter un point sur ce qui vient d'être dit qui est important. Pour que le patrimoine soit préservé, il faut qu'il vive. Oui. Et pour qu'il vive, il faut parfois lui inventer d'autres usages que l'usage originel. Alors, on a parlé tourisme, par exemple, plus personne ne va aller faire sa lessive au lavoir. Ça n'arrivera plus jamais. Mais si le lavoir devient un point de passage sur un sentier de randonnée, ou un point où se déroulent les animations du village, Oui. là, il trouve une vie qui va permettre de le maintenir. De la même manière, si on peut donner à certains bâtiments un usage différent de celui qui était le leur au départ, mais qui va faire que la population va connaître ce bâtiment, va y aller, va le fréquenter, va apprendre à l'aimer, alors il sera maintenu. Alors que quand vous restaurez un bâtiment, je pense parfois à des églises, aujourd'hui vous savez qu'il y a une baisse de la pratique religieuse qui est considérable. Vous avez des églises qui sont fermées, elles se dégradent précisément parce qu'elles sont fermées et que plus personne ne s'en occupe. Les gens n'y vont plus, ne voient pas qu'elles se dégradent, et quand on s'en aperçoit, c'est trop tard. Si vous la restaurez, mais qu'après vous la fermez de nouveau, vous avez en quelque sorte travaillé pour le court terme. Oui. Et donc c'est tout l'enjeu de l'imagination qu'on peut avoir pour porter des projets qui vont avoir un enjeu, une portée, un impact sur le territoire, correspondant aux besoins d'aujourd'hui, tout en respectant évidemment le bâtiment. Ça va dans le sens que vous disiez, Jean Micou, tout à l'heure, de dire peut-être que le patrimoine, ou en tout cas tel ou tel type de bâtiment, ou autre, pouvait avoir un nouvel usage. Vous parliez tout à l'heure des jeunes, vous avez parlé également du changement climatique. Alors, oui, alors là, ça veut dire comment on va s'adapter, notamment pour les visites, à travers la problématique du changement climatique. Mais je voulais revenir... Non, mais sur les jeunes. Alors, juste, le patrimoine, le tourisme est une politique de l'offre. Oui. Donc, nous avons besoin de contenu. Et le petit patrimoine, tel qu'on peut le grand, alors, moi, je veux faire un peu de provocation. Toulouse, sans la Dalbade, sans le Dôme, qui est le bâtiment le plus photographié de Toulouse. Il y a un manque de la dorade. Donc voilà, on est véritablement sur des aspects extrêmement forts. Mais si je dois aller dans le sud du département, la route, quand on va sur la vallée d'Oueil, la route des églises d'Oueil, c'est, je dirais, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de route de la vallée d'Oueil. Pareil pour, comme on l'a déjà dit, sur les églises et le patrimoine roman. Et là-dessus, notre travail à nous, c'est de valoriser, et on peut le valoriser de différentes manières. Soit uniquement sur des aspects purement culturels, des gens qui sont passionnés par ce domaine-là, ça existe, mais la niche est relativement faible quand même. Et après, nous, on insère ces monuments-là dans des itinéraires, comme vous l'avez dit, des itinéraires rando, à pied, itinéraires de découvertes à vélo. Voilà. Et après, bien évidemment, les enjeux que nous avons maintenant, c'est comment le jeune public, qui est peut-être un peu loin par, je dirais, des considérations qui ont un peu changé par rapport à l'attractivité de leurs activités de loisirs,
comment les réinsérer dans cette découverte-là, comme vous venez de le dire, c'est comment les rendre attractifs. Là, il y a des enjeux extrêmement forts. Mais je reviens juste une chose, c'est tous ces monuments-là ne pourront vivre que grâce à une véritable adhésion des habitants dans leur vie de tous les jours, hein, c'est-à-dire comment on ouvre tout ça. Alors actuellement, on va à la mairie, on va prendre la clé, tout ça. D'où l'intérêt peut-être en effet des nouveaux usages dont vous parliez tout à l'heure, pour en effet avoir cette capacité à en faire des nouveaux des lieux de vie. Et d'après moi, il y a quand même beaucoup de nouveaux arrivants dans ces communes-là, et peut-être les inciter à être beaucoup plus actifs dans la vie locale. C'est pas facile, hein, pour véritable. Non, mais je sais que c'est pas facile. Hein. Mais les inciter au maximum à être très actifs dans la rénovation, la visite de ce patrimoine-là. Madame le maire, vous réagissiez là à ces propos. Alors, je vais être extrêmement brutale et parfaitement désagréable, parce que nous avons un patrimoine religieux notamment. Si je prends l'église de ma commune, elle est ouverte pour quelques enterrements par an. Et donc, nous pensons organiser des concerts de chorale, etc. Et j'ai de très, très nombreux collègues, maires, dans tout le département, en particulier dans le sud, qui sont barrés par le clergé. Et là, nous avons un vrai problème, hein, je ne vous apprends rien, où nous voudrions faire vivre notre patrimoine, mettre en valeur nos églises. Et je dois vous avouer que c'est un combat qui est quand même assez... Entendu. Voilà. Propos entendus. Juste, sur les non. nouveaux usages, je reste sur ça. Allez-y, pardon. Je voulais juste aussi rappeler, et je l'ai bien vu dans la rénovation de la Dorade, c'est que le patrimoine rénové fait vivre aussi des métiers anciens. Anciens, absolument. Et ça, c'est un patrimoine intellectuel et le patrimoine des métiers fait partie, absolument, tout à fait. Sur les nouveaux usages, je reviens là-dessus, sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est une réflexion que vous avez quand même à Toulouse aussi depuis longtemps. C'est clair, on l'a dit tout à l'heure, un patrimoine qui est rénové et qui ne sert à rien, ben, ça ne sert pas à grand-chose. Donc l'idée, c'est de le faire vivre, qu'il soit ouvert le plus possible, et qu'il y ait un maximum de Toulousains, déjà, qui le découvrent, et de touristes aussi derrière. Il ne faut pas oublier aussi, le tourisme, c'est bien, mais le tourisme avec les locaux, c'est encore mieux. Avec les habitants, oui, bien entendu. Je fais juste une parenthèse, tout un pan du patrimoine, de la gestion du patrimoine qu'on n'a pas encore abordé ici, ou juste effleuré, c'est tout le patrimoine privé des immeubles et des logements, où là, il y a vraiment du travail à faire, et là, il y a des habitants et des propriétaires à convertir. Absolument, parce que ça fait partie en effet du patrimoine. Mais je reste un petit peu sur le patrimoine communal, un petit peu volontairement, et sur finalement, à qui il revient de l'entretenir. Parce qu'on creux dans ce que vous disiez quand même tout à l'heure également, sur votre réflexion sur le clergé, que j'entends tout à fait. Il y a bien entendu le fait de se dire qu'il y a un coût dans tout ça, que les concitoyens également l'entretiennent. On peut se dire qu'on va investir. Non, mais... On entend beaucoup, mais ça doit être l'État qui doit faire ceci, ça doit être la commune qui doit faire cela, ça doit être le département, ça doit être la région, ça doit être... Mais vous voyez le succès parfois des formidables élans que vous, au niveau de la Fondation de France, que vous fédérez, Fondation Patrimoine, pardon, que vous fédérez, et aux quatre coins de France, génère des élans de solidarité, il y a des nouveaux modes de financement, privé, public, partenariat qui n'existait pas avant. Est-ce que pour s'occuper de ce patrimoine, il faut également inventer une nouvelle ingénierie ? Tout à fait. C'est indispensable aujourd'hui. Les collectivités territoriales ne peuvent pas tout faire. L'État ne peut pas tout faire non plus. Il faut aller chercher du partenariat privé, c'est indispensable. Et c'est là tout le rôle de la Fondation du patrimoine qui nous assiste et qui nous aide, qui apporte aussi des compléments de financement dans la restauration de certains bâtiments. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit aussi, c'est que la gestion du patrimoine, c'est une gestion collective et c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire, on parlait du clergé, on parlait de la Fondation du patrimoine, de l'ABF, des collectivités, des résidents, des touristes. Tout ça, c'est un tout. Pour convertir les personnes au patrimoine et à sa gestion, il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Donc c'est avant tout un travail de coéquipier. Voilà. Est-ce que vous êtes de plus en plus sollicité, Anne-Marie Leroy, à la Fondation du patrimoine, par des projets que des communes, que des propriétaires ou autres voudraient faire, mais qu'ils ne peuvent pas faire, et donc qui vont avoir recours, ils aimeraient avoir recours à plus de financements tels que ceux que vous fédérez ?
Oui, bien sûr, nous sommes sollicités très souvent par les maires, par des partenaires, par des personnes privées aussi, mais c'est un autre pan de notre activité. C'est pas notre sujet. Là, aujourd'hui, c'est pas notre sujet, Voilà. mais tout à fait. Mais nous sommes sollicités, oui, par les maires, souvent quand ils sont au début de leur travail. Ils cherchent en fait comment ils vont pouvoir. Ils ont une vague idée de ce que va leur coûter la restauration d'un élément de leur patrimoine et ils cherchent un peu toutes les aides qu'ils vont pouvoir mobiliser. C'est en général à ce moment-là qu'ils viennent nous trouver et qu'on leur explique. Souvent, nous, notre travail, on arrive vraiment en amont. Il y a un travail d'ingénierie et de conseil. Voilà, enfin, c'est du conseil vraiment. Mais très souvent, on se trouve devant un maire ou un conseiller municipal qui vient d'avoir une première estimation du coût de sa restauration. Il a au doigt mouillé une petite estimation de son reste à charge. Et en général, c'est le moment où il râle après l'architecte bâtiment de France. Et non, il a surtout le moral dans les chaussettes parce qu'il est devant un mur financier dont il ne voit pas du tout comment il va le franchir. Si vous avez une commune de 100 habitants qui a une église dont la charpente s'écroule, oui. C'est phénoménal. Et donc, en général, nous, notre boulot consiste en fait à leur remonter le moral en leur disant on va y arriver, on peut y arriver, on va essayer de vous aider. Voilà le chemin. Enfin, c'est là qu'on va intervenir. Alors, nous, ce qu'on leur apporte, en fait, c'est important parce qu'un maire peut compter logiquement sur l'aide de l'État, soit par la DETR si c'est du patrimoine non protégé, soit par la DRAC si c'est du patrimoine protégé. Ça, c'est presque toujours bon. Après, il peut compter sur l'aide de la communauté de communes selon les cas, sur le département, sur la région. Grosso modo, il va recueillir entre 50 et 80% du montant dont il a besoin. Il ne peut théoriquement, de par la loi, pas dépasser 80%. Nous, on va arriver sur le reste à charge. C'est-à-dire que c'est là qu'on va amener nos aides directes, des mécènes, la collecte auprès du public. Et c'est là qu'on peut parfois leur remonter le moral en leur montrant que le reste à charge, ce qui les démoralise, le reste à charge, il peut diminuer. On peut étaler le projet dans le temps. Enfin, c'est tout un travail à faire en général à ce niveau-là. Est-ce qu'aujourd'hui, parfois, cela dit, vous les mettez devant aussi une situation pour dire ça, on ne va pas y arriver, ou ça va être compliqué, ou est-ce qu'au contraire, vous avez assez de ressources, notamment dans le mécénat, dont on parle peu, parce qu'on parle souvent des collectes que vous effectuez, mais il y a aussi cette mise en relation que vous faites avec du mécénat de différentes sortes, d'ailleurs. Juste en ordre de grandeur, les collectes, c'est à peu près 27 millions. C'était 27 millions l'année dernière. Le mécénat, c'est 12 millions. Donc c'est voilà, quand même important. Ça donne de l'importance, évidemment. Nationalement, je oui, parle pas sûr. Oui, il nous arrive de leur dire que ça ne va pas être facile. Il y a certains types de patrimoine. Alors, je pense notamment au patrimoine religieux du 19e siècle, qui est mal aimé. Les collectes ne marchent pas bien. Les mécènes ne veulent pas en entendre parler parce que pour des raisons d'affichage, ils ne veulent pas aller sur du patrimoine religieux qui est trop marquant. Et surtout de cette époque-là, contrairement à... Voilà, c'est vraiment le point où on est obligé de dire aux maires, on va essayer de vous aider, mais ça ne va pas être simple. Aujourd'hui, ce sont, sans fin de hiérarchie, les collectes, en tout cas le secret de collecte qui fonctionne bien auprès des populations. C'est ça, il y a une vraie association en relais, enfin une association forte, dynamique, etc. Parce que vous, une fois que vous mettez en place l'ingénierie, après il faut faire vivre tout ça. Il faut faire... C'est finalement là où il y a des habitants, je reviens sur ce que vous disiez, des personnes tierces, très plurielles, mêlées, acteurs. Il y a deux conditions fondamentales. Évidemment, l'implication des élus. Oui, Qu'ils soient présents, mais il y a une autre condition fondamentale pour nous, pour que la collecte marche. Il faut qu'il y ait une association patrimoniale qui va monter des animations, qui va porter des choses qui vont attirer les dons. Faire vivre, on en revient à ce que vous disiez. Faire revivre la collecte, ce qui est très difficile pour une commune, d'abord parce que les élus ont trop de travail. Et ça mange beaucoup de temps, d'animer une collecte. Ensuite, parce que quand vous manipulez avec la comptabilité publique, enfin, essayez de monter un spectacle, non. Donc, ce sont des associations patrimoniales, de préférence avec un leader un peu charismatique et qui s'intéresse au projet, qui va avoir éventuellement un réseau local, une population qui effectivement va s'impliquer, et puis des gens qui vont aller chercher des donateurs, des grands donateurs,
Parce que vous êtes dans une commune rurale de 100 habitants, même si tous les habitants vous donnent la totalité de votre livret A, vous n'y arriverez pas. Donc il faut aller chercher au-delà des personnes, des résidents secondaires qui peuvent être un peu fortunés, qui souvent s'impliquent pas mal. Il faut faire l'inventaire de toutes les ressources qu'on a avant de faire démarrer une collecte. Et la condition, c'est vraiment d'avoir des gens impliqués qui sont au niveau associatif et aussi au conseil municipal. Monsieur l'architecte des bâtiments de France, il y a un dernier volet qu'on n'a pas évoqué. On pourrait creuser là d'ailleurs beaucoup de ces volets. Mais dans la modernisation de ces bâtiments, il y a en effet tout ce qui concerne, mine de rien, le mix entre la conservation et l'innovation, ce qu'on peut faire avec, comment on peut les préparer à ce qui est aujourd'hui en effet d'autres aléas météorologiques, temporels, de pratique, simplement aussi, de sécurité parfois des personnes à l'intérieur des bâtiments et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est à ce point-là difficile, on entend dire beaucoup ça, qu'il pourrait, ma foi, décourager certains de s'engager, de faire les travaux et donc, quelque part, d'abandonner des projets? Ou est-ce qu'on en dit trop, on en fait trop et qu'il y a des solutions, il faut être innovant, mais on peut trouver des solutions pour, avec des délais raisonnables et des coûts raisonnables, aller vers cette modernisation que chacun appelle de ses voeux? Alors, cette modernisation, tout dépend de ce qu'on appelle une modernisation. À travers la restauration proprement dite d'un patrimoine. Tout à l'heure, on parlait de la vallée d'Oueil. Vous avez une vallée absolument extraordinaire, avec des chapelles romanes extraordinaires, et on ne va pas restaurer par des éléments de parpaing, un béton ou des blocs béton, une église romane. Par contre, lorsqu'on a fini la mise hors d'eau, la mise hors d'air de ce patrimoine, après, rien n'empêche, à travers ce qu'on peut appeler le décor, ce qu'on peut appeler ce qu'on met à l'intérieur, l'installation ou le travail d'artistes contemporains pour allier le XIIe et le XXIe siècle. Et l'un fonctionne avec l'autre. Il suffit qu'il y ait une bonne discussion, il suffit que les artistes qui vont intervenir prennent connaissance et arrivent à dialoguer avec le monument. Ça se fait tous les jours et c'est très bien. Et on n'est pas là pour empêcher cela. À travers le mobilier, regardez ce qui se fait. On arrive très bien à équiper avec un mobilier contemporain. L'éclairage, c'est pareil. Maintenant, si vous me dites, est-ce qu'on peut installer des panneaux photovoltaïques sur l'ensemble des églises ou des chapelles de la Haute-Garonne? Je vous dirais non. Oui, là, je pense qu'on n'est pas tout à fait dans le même niveau de peut-on éclairer avec des LED l'intérieur d'une chapelle ou que sais-je. Ah non, là non. On n'est pas du tout dans le même. Voilà. Si, éclairer avec des LED. Et oui, bien on sûr. le fait c'est tous pour les ça que jours. je vous dis là, vous direz oui, alors que les photovoltaïques. On dira non. Évidemment, ça va de pair. Mais ça revient à une des réflexions que vous aviez tout à l'heure. Il faut reconsidérer, continuer à considérer le patrimoine comme un lieu de médiation. Oui, alors je vais juste prendre une petite citation de Marie Lavandier, qui est la présidente du Centre des Monuments Nationaux, qui elle dit « Les visiteurs et habitants doivent être impliqués dans la définition des nouveaux projets pour faire du public un acteur à part entière de l'évolution des sites. » Bien sûr, c'est une belle phrase, hein, mais qui peut-être quand même aussi être réappliquée sur les territoires, quels qu'ils soient. Par rapport à ça, nous avons quelques exemples quand même significatifs en Haute-Garonne. Nous avons le Festival du Comminges, par exemple, qui est quand même un événement ancien, qui a quand même faculté, au-delà des représentations artistiques, à l'intérieur de ces bâtiments, de valoriser ces bâtiments et de les mettre en audience. Et je reviens un peu sur ce que vous disiez, là, le regret que vous aviez un peu de ne pas pouvoir disposer de certains monuments religieux pour de l'activité artistique. Et là, je pense qu'il va falloir essayer, en tout cas, de lever certains freins pour que véritablement on puisse donner accès à ces sites par un maximum de public. Bien sûr, l'art contemporain est tout à fait acceptable dans ce genre de site. Je pense qu'il faut qu'on ait un peu plus d'imagination sur ce qu'on doit proposer, notamment par rapport à, je dirais, à ce jeune public qui va attendre peut-être un peu autre chose que, peut-être même s'il est excessivement intéressant et passionnant, le Festival du Comminges. Alors, ma dernière question, prenez le micro, Madame la Présidente, parce qu'on va terminer avec vous, cela dit.
demain les futurs élus, mais déjà les élus actuels, mais demain les futurs élus, vers qui se tourner pour être accompagnés quelque part? On parlait beaucoup d'accompagnement dans cette période de transition, lorsqu'on veut se pencher sur un projet dont on voit bien qu'il va être très multifacette. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un directeur ou de pouvoir se payer un directeur dans ses effectifs. Je n'ai pas dit que vous étiez trop payé, je dis bien que c'est déjà un poste. Alors, moi, je répondrais, je pense qu'il y a 3 pistes à explorer. La première, c'est d'abord le patrimoine, ça n'est pas n'importe quoi. Moi, j'ai découvert dans mon église, j'avais un bout de fresque qu'un habitant avait commencé à rénover en redessinant sur les personnages. Alors, ce qui était horrifique parce que c'était quand même une forme de destruction. Oui. Et au fond, parfois, vous touchez un retable dans une église, vous n'êtes pas forcément en capacité de mesurer l'intérêt. Et ça, c'est déjà un premier point. Donc, s'adresser à des spécialistes, s'adresser aux archives départementales, au Conservatoire du patrimoine, aux architectes de bâtiments de France, etc. Vraiment, s'assurer de la pertinence de la démarche. Ensuite, trouver de l'argent, voilà. Et même pertinence quant à la rénovation, c'est-à-dire faire appel à des bénévoles, etc. Mais on ne fait pas n'importe quoi. Donc il faut aussi accompagner le projet avec des personnes qui sont capables d'en mesurer exactement les risques, les cadres qui sont conformes à la nature de ce patrimoine. Et enfin, il faut s'adresser à l'État, il faut s'adresser à la DRAC, il faut s'adresser à toutes les personnes qui peuvent aider. Essayer de mobiliser la population. La population voilà. aussi. Ça peut être aussi un projet porté par une équipe municipale qui se présente aux élections et qui peut aussi en faire un des éléments de son programme futur pour la mandature à venir. Ça reste quelque chose qui doit être à géométrie élargie et être aussi un projet positif. Voilà. Et il faut aussi l'intégrer avec le reste du patrimoine. Souvent, c'est ce qu'on fait entre les uns et les autres dans les communes où on se retrouve sur des problématiques semblables. En tout cas, retenons qu'il y a beaucoup d'envie, de bonne volonté, une perception amoureuse, dans le bon sens du terme, autour de ce patrimoine et une envie, une passion encore à construire autour de ça, une histoire commune à écrire, quelle que soit la taille de sa ville, quelle que soit la taille de son territoire, et que beaucoup d'acteurs, d'ailleurs, comme ceux qui sont ici, sont des spécialistes sur la matière, capables d'apporter aussi un regard, parfois dépassionné, mais dans le bon sens du terme, un regard dépassionné par rapport à l'instant T, mais plein d'envie et de capacité à faire avancer un projet. Donc n'hésitons pas à les solliciter les uns les autres, que ce soit la Fondation du patrimoine ou bien en effet la direction et l'ensemble des services que vous représentiez. Merci d'avoir été présent autour de cette table ronde. Merci beaucoup.